Je m'appelle Pauline Nash. J'ai 31 ans. Et le temps que j'en finisse, mon mari n'avait plus de maison, plus de mariage, ni la moindre réponse à donner à la fille qu'il s'apprêtait à rencontrer. Enceinte de 22 semaines, je me suis rendu au bureau de Francis avec une nouvelle photo d'échographie dans mon sac. Il avait manqué le rendez-vous du matin, bloqué par un soi-disant appel d'urgence. Je voulais lui faire une surprise, lui montrer le visage de notre fille sur le petit écran gris. Ses stores étaient à moitié ouverts. Je l'ai vu avant même d'atteindre la porte. Il avait la main sur la nuque d'une femme, qui avait le front posé contre sa poitrine. Aucun des deux n'a bougé pendant une longue seconde. Aucun d'eux ne m'a vu debout là, une échographie à la main. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas prononcé son nom. J'ai fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assise sur le parking pendant 11 minutes, le temps de m'imprégner de son visage. Assez longtemps pour la voir sortir 10 minutes plus tard, riant de quelque chose sur son téléphone, faisant tourner ses clés de voiture autour de son doigt. Je l'ai suivie à l'intérieur à pied, d'un air détaché, comme si j'étais à ma place, et j'ai lu la plaque nominative sur la cloison de son box, Claire Ingram, coordinatrice marketing, embauchée il y a 8 mois. Et ce n'était que la première chose que j'allais découvrir cette année-là. Aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé le dîner, du poulet au riz et les haricots verts qu'il aimait. Quand Francis est entré à 19h en riant, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Longue, a-t-il dit, avec des réunions ennuyeuses tout l'après-midi. Il m'a embrassé sur le front et a demandé ce qu'il y avait à dîner, comme n'importe quel autre mardi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai rempli son verre d'eau et l'ai interrogé sur ses réunions ennuyeuses pendant encore 10 minutes. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose sur moi-même, j'étais capable de m'asseoir en face du mensonge et de dîner avec lui. Le lendemain matin, j'ai évité toute dispute sur mes vitamines prénatales et j'ai appelé un numéro que j'avais mis de côté 2 jours plus tôt, avant même de savoir pourquoi. Paula, droit de la famille, dans le centre-ville de Sunbury. La meilleure avocate spécialisée en divorce de la région, selon tous les avis que j'avais lus à 2h du matin après que Francis avait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine. J'ai besoin d'une consultation, ai-je dit à son assistante, dans un endroit où il ne verra pas le rendez-vous. Paula m'a proposé de la retrouver dans un café plutôt qu'à son cabinet. C'était intelligent et prudent, afin de ne laisser aucune trace écrite sur son agenda ou sur le mien. Elle avait environ la cinquantaine, une mèche grise dans les cheveux, et tenait déjà un bloc de papier juridique devant elle avant même que je ne m'assoie. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit. « Commencez par l'argent. » Je lui ai parlé des comptes joints, de la maison entièrement payée il y a 2 ans et enregistrée à nos 2 noms, ainsi que du compte d'épargne que Francis gérait et que je n'avais pas examiné de près depuis plus d'1 an. Elle écrivait vite. Elle n'a pas scié une seule fois, jusqu'à ce que je prononce le nom de Claire Ingram. Liaison de bureau, a dit Paula. Classique, et facile à prouver si vous êtes patiente. Je ne veux pas l'affronter, ai-je répondu. Pas encore. Très bien, a-t-elle dit. La confrontation est réservée à ceux qui ne veulent pas gagner. C'est à cet instant précis que le plan a démarré. Non pas dans la colère, mais avec un bloc-notes et une femme qui ne reculait devant rien. Pendant ce temps, Francis devenait de pire en pire. Non pas plus prudent, mais plus négligent. Il a complètement cessé de s'enquérir de mes rendez-vous médicaux. Je rentrais d'une échographie avec de nouvelles photos, et il y jetait un coup d'œil de 2 secondes avant de retourner sur son téléphone. Quand je lui ai dit que le médecin voulait que je me repose davantage au cours du 3e trimestre, il a ricané, « Où veux-tu aller de toute façon ? Tu es enceinte de 7 mois. Ce n'est pas comme si tu courais un marathon. » Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il a haussé les épaules en disant que j'étais trop sensible et sous l'effet des hormones. 2 soirs plus tard, il est rentré à la maison avec une odeur de parfum qui n'était pas le mien. Quand je l'ai interrogé, il a prétendu que la climatisation du bureau était en panne et que tout le monde s'était retrouvé serré dans une seule salle de réunion toute la journée. Je n'ai rien dit. J'ai consigné la date dans un carnet que Paula m'avait conseillé de cacher derrière les livres de maternité sur ma table de chevet. La semaine suivante, j'ai repéré un débit d'hôtel sur un relevé de carte bancaire qu'il pensait que je ne vérifiais jamais, $240 un mardi, alors qu'il m'avait dit être à un dîner de travail en ville. J'ai pris le relevé en photo avec mon téléphone et je l'ai envoyé à Paula.
Sans aucun commentaire, juste la photo. Elle m'a répondu un seul mot, bien. Francis a commencé à traiter la maison comme une chambre d'hôtel dont il s'apprêtait à partir. Il laissait de la vaisselle sale dans l'évier pour que je la trouve, et des serviettes humides sur le sol de la salle de bain 3 jours de suite, comme s'il s'attendait à ce qu'elles disparaissent par magie. Il rentrait à 23h, puis à minuit, puis plus du tout. Un jeudi, il m'a envoyé un simple texto, « Je dors chez Mike ». Ne m'attends pas, sans préciser qui était Mike. Je n'ai pas posé de questions. J'avais déjà un nom en tête, et ce n'était pas celui de Mike. J'ai retrouvé Paula la semaine suivante, cette fois à son cabinet, à l'heure exacte d'un rendez-vous prénatal pour lequel Francis n'avait même plus pris la peine de poser de questions. Nous avons épluché chaque compte, chaque carte, chaque virement suspect qu'il avait effectué au cours des 18 derniers mois. Un schéma récurrent est apparu, de petits retraits d'argent liquide toutes les 2 semaines remontant à près d'un an, des dîners facturés sur une carte que je n'utilisais pas, et un compte de fidélité hôtelier à son nom dont j'ignorais l'existence. Affichant 6 séjours enregistrés au cours des 4 derniers mois. Il a été négligent, a dit Paula en tapotant les impressions. La négligence joue en notre faveur. Qu'est-ce que je fais de tout ça, ai-je demandé. Rien pour l'instant, a-t-elle répondu. Vous attendez, vous accumulez les preuves, et vous commencez à réfléchir à la manière de le faire sortir de cette maison sans engager une bataille juridique qui s'éterniserait sur 2 ans alors que vous élèverez un nouveau-né seul. Je lui ai demandé à quoi cela ressemblerait concrètement. Elle m'a regardé un instant, comme pour évaluer si j'étais de taille à entendre la réponse. Cela ressemble à un jour où il rentre chez lui, a-t-elle dit, et où il ne reste plus rien à disputer. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle entendait par là sur le moment, mais j'ai tout de même écrit ces mots et je les ai soulignés 2 fois, juste en dessous du nom de Claire Ingram et de la date à laquelle j'avais vu sa main sur Francis pour la première fois. Ce soir-là, Francis est encore rentré tard. Il a jeté sa veste par terre au lieu de l'accrocher au porte-manteau près de la porte, et a demandé ce qu'il y avait à dîner. Je lui ai dit que je n'avais rien préparé. Il a soupiré comme si j'avais personnellement gâché sa soirée et a commandé une pizza pour lui tout seul. Il ne m'en a pas proposé une part. Enceinte de 7 mois, je l'ai regardé manger debout au comptoir tout en faisant défiler des publications sur son téléphone, tandis que j'étais assise à table avec un simple verre d'eau et un dossier de preuves de plus en plus volumineux dont il ne soupçonnait pas l'existence. 2 jours plus tard, je l'ai surpris sur la terrasse, parlant à voix basse et riant de bon cœur. Je me suis tenu juste derrière la moustiquaire de la porte pour écouter. « Elle va bien », disait-il. « Elle ne soupçonne rien. Fais-moi confiance. » Il ne parlait pas d'un projet avec un collègue. Je savais déjà à qui il s'adressait. J'ai refermé la porte doucement et je me suis remise à vider le lave-vaisselle comme si je n'avais rien entendu. C'est ce soir-là que j'ai décidé que le dossier évoqué par Paula ne devait plus être une simple métaphore. Je le voulais bien réel, dactylographié, signé, déposé sur le sol d'une cuisine vide, attendant qu'il en lise chaque page, seul. Francis a commencé à oublier des choses. Pas des choses importantes, mais des détails bien pratiques. Il a oublié l'anniversaire du jour où nous avions acheté la maison. Il a oublié que j'avais une échographie de contrôle un mercredi et a planifié un déjeuner d'équipe à la place. Quand je le lui ai rappelé la veille au soir, il a balayé l'argument, ce n'est qu'une échographie, Pauline. Tu en as déjà fait au moins 6. Vas-y seul. L'assistante de Paula m'a envoyé 2 messages ce jour-là, les 2 fois pour des questions de paperasse. Francis ne m'a pas envoyé un seul texto. Ce week-end-là, il a organisé une soirée poker avec 4 de ses collègues de travail sans m'en parler au préalable. Je l'ai découvert quand 6 hommes ont débarqué chez nous à 19h avec de la bière et une glacière. Enceinte de 7 mois, je leur ai ouvert la porte en jogging. Francis m'a fait un signe de la main depuis le canapé, « Apporte-nous des collations quand tu auras un moment, ma puce. » Je ne leur ai pas apporté de collation. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte de la chambre. Il est monté à minuit, sentant la bière et la cigarette. Il a juré qu'il ne fumait plus et s'est plaint que je l'avais embarrassé en ne descendant pas saluer ses amis. L'un d'eux connaît Claire du bureau, a-t-il ajouté. Tu l'apprécierais beaucoup. Je suis resté immobile dans le noir. J'adorerais la rencontrer un jour, ai-je répondu d'une voix totalement neutre. Il n'a pas perçu le ton monocorde de ma voix. Il ne remarquait jamais rien. Le lendemain matin, il y avait 7 bouteilles de bière vides sur la table basse,
des miettes de chips écrasées dans le tapis et une trace de brûlure sur la table d'appoint à l'endroit où quelqu'un avait posé une cigarette. Francis est parti travailler sans rien nettoyer. J'ai photographié le désordre avant de ranger. C'était un élément de plus pour le dossier que Paula me demandait de constituer. J'ai retrouvé Paula 2 jours plus tard, en utilisant cette fois comme excuse un cours de préparation à l'accouchement auquel Francis n'avait de toute façon aucune intention d'assister. Nous nous sommes assises dans sa voiture dans un parking souterrain, le moteur éteint et le chauffage allumé contre le froid. Je lui ai raconté qu'il avait invité ses amis et que l'un d'eux était au courant pour Claire sans en avoir soufflé mot à sa propre femme. Paula n'a pas sourcillé, obtenez des noms, a-t-elle dit. Si cette épouse n'est pas au courant, elle pourrait bien accepter de vous parler avant que tout cela ne soit terminé. Les conjoints trompés finissent toujours par s'entraider. Je ne fais pas cela pour détruire ses amis, ai-je dit. Vous ne détruisez rien, a répliqué Paula. Vous constituez un dossier. Ce que ses amis feront des informations qu'ils apprendront ne relève pas de votre responsabilité. C'était la première fois que j'hésitais face à une consigne de Paula. Je lui ai demandé de but en blanc si cela ne la dérangeait pas de monter des dossiers sur des personnes qui ignoraient être surveillées. Elle m'a fixé un long moment. Cela m'a dérangé les 2 premières années, a-t-elle confié. Puis j'ai commencé à rencontrer les maris. Maintenant, cela ne me fait plus rien. Je n'ai pas insisté. J'ai tout de même noté le nom de l'épouse du collègue, Denise. Je ne l'ai pas appelée tout de suite. 2 soirs plus tard, Francis est rentré avec une nouvelle montre de grande marque, le genre d'objet coûteux qu'il ne s'offrait jamais sans une raison particulière. Quand je lui ai posé la question, il a prétendu que l'entreprise lui avait versé une prime pour avoir bouclé un gros contrat. J'ai vérifié notre compte joint ce soir-là pendant qu'il se douchait. Aucun dépôt de prime n'apparaissait. À la place, j'ai découvert un retrait de $2100 sur un compte que je pensais être réservé exclusivement à l'achat des meubles du bébé. Je ne l'ai pas affronté. J'ai photographié le relevé bancaire et l'ai envoyé à Paula avec cette seule phrase, l'argent de la chambre du bébé lui a payé sa montre. Elle m'a répondu en moins d'1 minute, gardez cela précieusement. C'est une excellente pièce. Le lendemain, en ouvrant le placard pour prendre son sac de sport, je suis tombé sur un reçu pour un hôtel situé 2 villes plus loin, daté du week-end de la soirée poker. Le service d'étage y était facturé pour 2 personnes. Je suis resté assise sur le bord du lit à tenir ce reçu pendant un long moment, sans pleurer, simplement immobile. Ma main était posée sur mon ventre, et pendant une seconde, j'ai pensé à descendre et à lui jeter toutes les assiettes de la cuisine à la figure. Je me suis retenu. J'ai placé le reçu dans un dossier caché dans le garage, derrière les pots de peinture, là où il ne cherchait jamais. Ce vendredi-là, Francis m'a annoncé qu'il voulait organiser un voyage de future maman, un baby moon. Un vrai voyage à 2 avant l'arrivée du bébé, disait-il. Il a choisi un complexe hôtelier à 3 heures de route, a réservé les vols et m'a montré la confirmation sur son téléphone d'un air fier. Tu le mérites, a-t-il dit, avant que la vie ne devienne trépidante. J'ai souri et je l'ai remercié. En moi, un déclic s'est produit, même si je ne comprenais pas encore parfaitement ce qui se dessinait. J'ai envoyé un message à Paula le soir même, il a réservé un voyage de 3 jours. Je pense qu'il cherche un alibi plutôt qu'à passer du temps avec moi. La réponse de Paula a été immédiate, ou alors il cherche une fenêtre pour s'éclipser. Quoi qu'il en soit, conservez ces dates. Ne annulez rien pour l'instant. 10 jours avant le départ prévu, Francis est rentré en m'annonçant que son équipe avait besoin de lui pour une urgence client cette semaine-là. Il allait devoir reporter notre voyage, voire l'annuler complètement. Il a suggéré que je parte peut-être seul sans lui si je le souhaitais. Tu as payé pour 2 billets, lui ai-je fait remarquer. Je me ferai rembourser, a-t-il dit, déjà à mi-chemin dans l'escalier, son téléphone collé à l'oreille, riant de ce que lui racontait son interlocuteur. Je suis resté debout dans la cuisine, une spatule à la main devant mon dîner à moitié cuit, à l'écouter rire de cette fameuse urgence client qui ne ressemblait en rien à ce que je connaissais de son travail. Je ne lui ai pas dit un mot ce soir-là. J'ai appelé Paula depuis la salle de bain, en laissant tourner le ventilateur pour qu'il n'entende rien. Il annule le voyage, lui ai-je dit. Il prétend que le travail l'appelle. Intéressant, a murmuré Paula. Demandez-lui où cela se passe, l'air de rien. N'insistez pas. Le lendemain matin, autour d'un café, j'ai demandé à Francis où se trouvait ce client si urgent. Il est resté vague,
prétendant que c'était sur la côte, tout en cherchant ses clés d'un air distrait. Quand j'ai demandé quelle côte, il s'est contenté de dire qu'il devait y aller, m'a embrassé sur le front et est parti sans répondre. Cet après-midi-là, j'ai découvert son véritable plan de voyage, ce n'était pas un déplacement professionnel, mais un vol pour le complexe hôtelier qu'il avait initialement réservé pour nous. Aux mêmes dates, un siège était à son nom et un autre au nom de Claire Ingram. Il emmenait sa maîtresse au voyage de maternité qu'il avait prévu pour son épouse enceinte. Je suis resté assise devant mon ordinateur portable à la table de la cuisine pendant près de 20 minutes sans esquisser un mouvement. Puis j'ai appelé Paula. Il l'emmène, ai-je dit. Même voyage, même hôtel. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis Paula a prononcé des mots que je n'attendais pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, Pauline. C'est votre opportunité. 3 jours confirmés pendant lesquels il n'aura aucun moyen de vérifier ce qui se passe à la maison. Vous vouliez savoir à quoi ressemble son retour face au vide. Vous savez désormais exactement quand cela se produira. J'ai baissé les yeux vers mon ventre. Le bébé a donné un coup fort juste sous mes côtes, comme pour approuver. Dites-moi ce que je dois faire, ai-je demandé. D'abord, a dit Paula, terminez l'inventaire. Chaque objet de cette maison, chaque compte, chaque actif doit être répertorié de façon incontestable avant de toucher à un seul carton. J'ai passé les 4 nuits suivantes, une fois Francis endormi, à parcourir chaque pièce avec l'appareil photo de mon téléphone, photographiant les meubles, l'électroménager, les bijoux, tout ce qui avait un reçu ou un numéro de série. J'ai croisé ces données avec les relevés bancaires que Paula avait déjà signalés, associant chaque achat à un compte spécifique, construisant un tableur qui me retournait l'estomac à chaque nouvelle ligne ajoutée. Francis n'a rien remarqué. Il était bien trop occupé à préparer sa valise pour un prétendu voyage à Denver afin de finaliser un accord inexistant avec une femme dont le nom reposait déjà dans un dossier caché derrière les pots de peinture de mon garage. 3 soirs avant son départ, il s'est assis en face de moi au dîner et a tendu la main pour prendre la mienne. Je sais que j'ai été distrait ces derniers temps, a-t-il dit. Dès que cette affaire sera bouclée, je te promets que tout redeviendra comme avant. Je l'ai laissé tenir ma main le temps exact de finir sa phrase. Puis j'ai repris ma fourchette et lui ai demandé de me passer le sel. Il n'avait aucune idée que la normalité ne reviendrait jamais. Il ignorait totalement ce qu'il attendait au retour de son vol. 2 soirs avant que Francis ne parte pour son prétendu voyage à Denver, il m'a demandé de l'aider à préparer sa housse à vêtements. Ce n'était pas parce qu'il avait besoin d'aide, mais parce qu'il voulait un public pendant qu'il pliait une chemise en soie coûteuse que je ne lui avais jamais vu porter pour une réunion professionnelle. Le genre de vêtements qu'un homme s'achète pour plaire à une femme, pas pour une salle de conseil. Nouvelle chemise, ai-je demandé. Il me fallait quelque chose pour le dîner de clôture, a-t-il répondu sans lever les yeux. J'ai fermé la fermeture éclair de la housse pour lui et lui ai souhaité un bon vol. Il m'a embrassé sur le front le lendemain matin en partant, me rappelant de ne pas l'attendre au téléphone car la réception serait mauvaise là-bas, et me demandant d'arroser la plante sur la terrasse. Puis il a reculé dans l'allée en sifflotant. J'ai regardé sa voiture s'éloigner au tournant de la rue. J'ai alors saisi mon téléphone et j'ai appelé Paula. Il est parti, ai-je annoncé. Parfait, a-t-elle répondu. Maintenant, agissons vite. Je vous attends à mon cabinet dans 1 heure. Apportez toutes les photos, tous les relevés et tout ce qui se trouve dans le dossier du garage. Je me suis rendu à Sunbury avec un carton d'archives sur le siège passager, mes mains agrippant fermement le volant avec une assurance qui me surprenait moi-même. L'assistante juridique de Paula m'a accueilli à la porte et m'a conduite directement dans une salle de réunion où 3 années de négligence de Francis étaient étalées en piles soigneusement étiquetées. C'est plus que suffisant, a déclaré Paula en parcourant les pages. Infidélité, mauvaise gestion financière, et un comportement d'abandon documenté durant une grossesse à risque. Nous déposerons la demande de divorce et des mesures de protection d'urgence pour la garde dès la semaine de son retour. Et pour la maison, ai-je interrogé. Paula a posé son stylo. La maison est enregistrée à vos 2 noms. Vous disposez de tous les droits légaux pour retirer vos effets personnels d'un bien dont vous êtes copropriétaire. Ce que vous faites cette semaine n'est pas un vol. C'est une femme qui déplace ses propres biens. Je lui ai demandé directement si vider l'intégralité de la maison de cette façon, pendant qu'il se trouvait à des centaines de kilomètres avec une autre femme, était tout à fait légal. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Chaque objet qui quitte cette maison aujourd'hui vous appartient ou a été acquis avec des fonds communs, a-t-elle expliqué.
J'ai demandé à une assistante juridique de photographier et d'enregistrer chaque élément de votre inventaire en le comparant au titre de propriété depuis 2 semaines. Ce n'est pas une vengeance, Pauline. C'est une séparation légale de biens. Vous l'exécutez simplement selon votre calendrier plutôt que le sien. Cela m'a suffi. J'ai signé la requête, ma main tremblant à peine sur la dernière ligne. À partir de là, tout s'est déroulé comme une mécanique bien huilée. Paula avait déjà sélectionné une entreprise de déménagement située 2 villes plus loin, habituée aux interventions rapides et discrètes, payée intégralement d'avance en espèces. La responsable, une femme prénommée Ranata, m'a retrouvé dans un restaurant l'après-midi même pour régler les détails logistiques. Aucun document ne devait porter le nom de Francis, et aucun courriel de confirmation ne devait risquer d'attirer son attention. Une maison complète de 3 chambres, et un garde-meuble pour tous ceux qui n'entrent pas dans le nouveau logement, a résumé Ranata en parcourant ma liste. Nous pouvons commencer demain à 6 heures du matin et tout terminer avant la tombée de la nuit. Vous avez déjà fait cela souvent, ai-je demandé. Plus souvent que vous ne le pensez, a-t-elle répondu avec bienveillance. Mais la plupart des femmes n'attendent pas d'être enceintes de 7 mois pour réagir. Vous êtes plus prévoyante que la majorité de mes clientes. Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement tendu l'enveloppe contenant la compte et je l'ai remercié. Ce soir-là, seul dans la maison pour la première fois depuis des années, j'ai parcouru lentement chaque pièce, non pas pour faire mes adieux, mais pour dresser une dernière liste, la lampe du salon qui venait de ma grand-mère. Le fauteuil que Francis avait ramené de son appartement de célibataire, que je détestais depuis 6 ans et que j'emportais avec moi par pur plaisir de le priver de son confort. Mon téléphone a vibré. Un message de Francis. Une photo de la piscine de l'hôtel, une eau d'un bleu limpide, des palmiers, aucun client visible. J'aimerais que tu sois là, disait la légende. J'ai regardé la photo un long moment, puis j'ai observé l'impression de la réservation qui se trouvait dans mon dossier, celle qui portait 2 noms, le sien et celui de Claire. Même date, même hôtel, et une piscine identique à celle de son cliché. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, j'ai écrit « C'est magnifique. Repose-toi bien ». Il m'a renvoyé un cœur, puis plus rien pendant 6 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu, et je suis resté à la fenêtre à observer le lampadaire de la rue. À 6h04 précises, un énorme camion de déménagement s'est garé dans l'allée. Ranata a frappé 2 fois et j'ai ouvert la porte à une équipe de 8 personnes qui enfilaient déjà leurs gants de travail. Expliquez-moi le plan, ai-je demandé. La chambre principale d'abord, car c'est ce qui prend le plus de temps, a expliqué Ranata. Ensuite le salon et la cuisine, et la chambre du bébé en dernier puisque vous avez dit vouloir la faire vous-même. J'ai acquiescé. Mes mains ne tremblaient plus du tout. À cette heure, la chambre était réduite à 4 murs nus, le matelas, la commode et le contenu du placard avaient disparu, à l'exception de quelques chemises de Francis que j'avais laissé pendre volontairement en guise de message de rupture. À 8 heures, le salon n'était plus qu'une pièce vide au parquet baigné de soleil, le canapé, le téléviseur et toutes nos photos de couple encadrées étaient chargées dans le camion. L'un des déménageurs a trouvé un carton d'anciens albums photos d'avant le mariage dans le placard du couloir et m'a demandé si on l'emportait. On l'emporte, ai-je dit. Tout ce qui m'appartient part. Il n'a pas discuté et a tout transporté dehors. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Francis, mais sa mère, Diane, qui m'appelait au sujet des préparatifs de la fête prénatale pour le mois suivant. Tout va bien, ma chérie, a demandé Diane en m'entendant répondre d'une voix essoufflée par les directives de déménagement. Tu as l'air occupé. Je fais juste du rangement, ai-je répondu. Je te rappelle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me demander ce que je rangeais. Diane ne savait rien encore. Personne ne savait, à l'exception de Paula et des 8 inconnus en polos assortis qui s'activaient dans ma cuisine comme une équipe de chirurgiens. À midi, la cuisine présentait des plans de travail totalement nus. Chaque appareil était emballé, et même les ampoules électriques avaient été dévissées et enveloppées dans du papier journal sur une suggestion de Ranata. Certaines clientes préfèrent laisser la maison dans l'obscurité totale, m'avait-elle dit. Cela transmet un message plus fort que les mots. Je lui ai dit de le faire. Chaque ampoule de chaque pièce fut retirée. À 13 heures, j'ai accordé une pause déjeuner à l'équipe et je me suis rendu seul dans la chambre du bébé. Je leur avais dit que je voulais l'emballer moi-même, et c'est ce que j'ai fait.
J'ai plié chaque vêtement à la main, j'ai enveloppé le mobile suspendu au-dessus du berceau dans du papier bulle comme s'il était en cristal, et j'ai rangé les clichés d'échographie dans une petite boîte souvenir. Ces mêmes photos que Francis avait à peine regardées avant de retourner à son écran de téléphone. Je suis resté assise sur le sol de cette chambre vide pendant une minute entière avant que Ranata ne frappe pour me demander si nous pouvions continuer. Je suis prête, ai-je répondu, et je me suis remise au travail. À 15 heures, l'équipe s'est attaquée au garage, emportant les outils, le congélateur d'appoint et des cartons d'objets que Francis promettait de trier depuis des années sans jamais le faire. L'un d'eux a trouvé le dossier caché derrière les pots de peinture, les reçus d'hôtel, la facture de la montre et l'itinéraire mentionnant Claire Ingram, et m'a demandé s'il fallait le mettre en carton. Celui-ci reste avec moi, ai-je répondu en le glissant dans mon sac. À 16h30, la maison n'était plus qu'une coquille vide où les bruits de pas résonnaient. Ma voix se répercutait contre les murs dénudés quand j'appelais Ranata au sujet des derniers cartons du couloir. À 17h, le camion a démarré, ma nouvelle adresse écrite sur un bout de papier dans la poche de Ranata. Je me suis tenu seul au milieu du salon vide, écoutant le silence. Plus aucun bruit de réfrigérateur, plus de tic-tac de l'horloge murale déjà emballée, seulement le son de ma propre respiration et le bébé qui bougeait en moi comme s'il percevait lui aussi ce calme soudain. J'ai consulté mon téléphone. Le vol de Francis devait atterrir à 11h le lendemain matin. Il me restait 18h et une dernière chose à accomplir avant de quitter définitivement ce lieu. Je me suis d'abord rendu à mon nouveau domicile, une petite maison en location de l'autre côté de Sunbury que Paula m'avait aidé à louer sous mon nom de jeune fille 3 semaines plus tôt. Et j'ai regardé l'équipe de Ranata décharger le camion dans des pièces qui allaient retrouver vide d'ici minuit. Puis je suis retourné à l'ancienne maison une toute dernière fois, un dossier à la main, et je me suis agenouillé sur le sol nu de la cuisine pour le déposer à l'endroit précis où il le verrait en premier. Le vol de Francis a atterri à 11h le lendemain matin. Je le savais parce que son partage de localisation était resté actif sur une application qu'il avait oublié de désactiver, indiquant qu'il roulait sur la piste à l'heure prévue. J'étais déjà installé dans ma nouvelle cuisine, déballant un carton de tasses, l'équipe de Ranata étant partie depuis longtemps et le mobile du bébé étant déjà suspendu au-dessus du berceau dans la pièce voisine. Mon téléphone était posé sur le plan de travail. Je fixais l'écran plutôt que le carton devant moi. À 12h47, il a sonné. Francis. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pauline. Sa voix était étrange, presque éteinte. Pauline, où est passée toute la maison? Où est tout le mobilier? Tout a disparu. Il n'y a plus rien ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été cambriolé? Tu as appelé la police? Je n'ai pas appelé la police, ai-je répondu. Il y a un dossier posé sur le sol de la cuisine. Tu devrais le lire. Un silence s'est installé. Puis j'ai entendu un bruit de papier, le son de lui s'accroupissant pour ouvrir l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé d'une voix plus aiguë. Une demande de divorce. Pauline, qu'est-ce que ça veut dire? La page 2 concerne la demande de garde exclusive, ai-je dit. La page 4 contient les photos prises devant ton bureau. La page 6 correspond au reçu de tes séjours à l'hôtel. À ta place, je commencerai par le début. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu m'as fait surveiller. Je me suis simplement informé, ai-je répliqué. Il y a une différence. Il s'est mis à hurler, affirmant que je ne pouvais pas tout emporter ainsi, que la maison lui appartenait pour moitié et que je n'en avais pas le droit. Je l'ai laissé terminer, puis je lui ai expliqué que les déménageurs avaient photographié et consigné chaque objet par rapport au titre de propriété pendant 2 semaines, et que Paula se ferait un plaisir de lui détailler tous les documents. Paul avance, a-t-il répété. Tu as prémédité tout ça. Depuis combien de temps, Pauline? Depuis combien de temps ça dure? Environ depuis aussi longtemps que toi et Claire, ai-je dit avant de raccrocher. Il a rappelé 4 fois au cours des 10 minutes suivantes. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Au 5e essai, j'ai décroché juste assez longtemps pour l'entendre prononcer mon nom avant de reposer le téléphone sur le comptoir et de me remettre à ranger mes tasses. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré pour m'avertir d'un autre événement. Netflix me demandait si je souhaitais supprimer un appareil qui venait de tenter de se connecter depuis un lieu inconnu. J'ai cliqué sur déconnexion. Puis l'application du thermostat connecté a envoyé une alerte, une tentative de connexion depuis le téléphone de Francis avait été refusée automatiquement,
puisque j'avais transféré le compte à mon nom le matin même. Tout avait été verrouillé à l'instant précis où son avion avait atterri. Puis ce fut le tour du stockage cloud partagé, suivi de l'application de notre carte de crédit commune qui affichait un refus de paiement pour une dépense dans un bar d'aéroport. En 10 minutes, 4 accès lui étaient coupés. Un homme seul dans une maison vide se rendait compte qu'il n'avait plus accès à rien. Mon téléphone a de nouveau retenti. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. Pauline, c'est Diane. La mère de Francis, essoufflée, me rapportait visiblement des propos de seconde main. Francis vient de m'appeler, il est complètement hystérique. Il dit que tu as vidé toute la maison. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ai-je répondu. Pauline, tu es enceinte de 7 mois. Pourquoi ferais-tu une chose pareille à ton mari? Demande-lui pour Claire un gramme, ai-je répliqué. Demande-lui pour l'hôtel situé 2 villes plus loin. Demande-lui pour le voyage de maternité qu'il a fait sans moi. Il y a eu un long silence. De quoi parles-tu? Demande-lui, ai-je répété avant de raccrocher avant qu'elle ne puisse argumenter. Je me suis senti coupable pendant exactement 4 secondes. Puis je me suis souvenu de chaque échographie que Francis avait ignorée, et ce sentiment s'est dissipé. 1 heure plus tard, Francis a appelé depuis le téléphone d'un collègue, sans doute parce que sa propre ligne ne fonctionnait plus correctement maintenant que le forfait familial avait été dissocié. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal d'un ton plus calme, presque suppliant, « Pauline, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement m'effacer de ma propre vie. Je vais me battre. Je vais prendre mon propre avocat. Tu penses qu'un simple dossier par terre m'impressionne? » J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai supprimé. L'après-midi même, Paula m'a appelé pour faire le point. Francis s'était présenté à son cabinet sans rendez-vous, exigeant de la voir et refusant de quitter la réception jusqu'à ce que la sécurité de l'immeuble l'invite à partir. Il était furieux, a raconté Paula. Il a affirmé à ma secrétaire que vous l'aviez piégé. Je lui ai dit de demander à son avocat de me contacter. Il n'a pas encore d'avocat. Il n'a pas dû apprécier. Qu'a-t-il dit? Il a dit, je cite, « Elle n'a pas le droit de me faire ça. » Je lui ai répondu que vous l'aviez déjà fait. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. J'ai été surprise de constater à quel point cela faisait du bien. En fin de soirée, Francis a manifestement tenté d'appeler directement l'entreprise de Ranata pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouvaient ses affaires. Ranata m'a téléphoné pour me prévenir avant de lui répondre, il me menace d'appeler la police en disant que c'est un vol. Je lui ai expliqué que chaque pièce était répertoriée et que l'avocate de sa femme disposait de tous les justificatifs d'achat. S'il veut porter plainte, les policiers lui demanderont également ses documents. Il m'a raccroché au nez. Merci, ai-je dit. Ne me remerciez pas, a répondu Ranata. C'est un mardi ordinaire pour moi. À 20h, on a sonné à ma porte. Ce n'était pas à ma nouvelle adresse, que Francis ne connaissait pas encore, mais j'ai reçu un message d'un numéro inconnu contenant une photo du salon vide de notre ancienne maison avec pour texte, « S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. » Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé, « Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. À tes parents, aux miens. Tout le monde saura ce que tu as fait subir à un futur père. » J'ai relu ce message 2 fois et j'ai posé mon téléphone, prise d'un rire plus discret cette fois. À 21h, Claire Ingram m'a envoyé un texto. J'ignorais qu'elle possédait mon numéro jusqu'à ce que son message apparaisse, je pense qu'on devrait se parler. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai tapé 4 mots en retour, je ne crois rien. Je sais. Elle n'a plus répondu. J'ai appris plus tard, par une connaissance commune qui travaillait dans le même bâtiment, que Claire avait passé cette même soirée à gérer un appel très différent de la part de Denise, l'épouse du collègue qui avait organisé la soirée poker. Qui lui demandait depuis combien de temps son mari était au courant pour Francis et elle sans en avoir jamais rien dit. Au moment où j'ai éteint la lumière de ma nouvelle chambre ce soir-là, Francis avait appelé 9 fois, envoyé 16 messages et un courriel à une adresse que je ne consultais déjà plus. Paula m'a envoyé un dernier message avant que je ne m'endorme, il aura trouvé un avocat d'ici jeudi. Dès que ce sera fait, tout ce que nous avons préparé tiendra la route. Dormez bien. Vous l'avez mérité. J'ai effectivement mieux dormi que durant tous les mois précédents. Au réveil,
mon téléphone affichait 4 appels manqués d'un numéro masqué et un message vocal de Francis. Sa voix était brisée, totalement différente de celle que je lui connaissais. « Pauline, j'ai perdu mon travail aujourd'hui. Quelqu'un au bureau a découvert pour Claire. Les ressources humaines ont parlé de conflit d'intérêts. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai gardé le téléphone près de l'oreille, réécoutant ce moment où sa voix fléchissait sur le mot « rien ». Puis j'ai ouvert mon calendrier, j'ai vu la date de mon prochain rendez-vous prénatal entouré dans 3 semaines, et j'ai effacé le message sans lui répondre. Francis a trouvé un avocat pour le jeudi, exactement comme Paula l'avait anticipé. Il s'appelait Marcus Whitfield, et sa première action a été d'envoyer un courrier m'accusant de détournement illégal de biens matrimoniaux et exigeant la restitution immédiate de chaque objet retiré de la maison. Paula m'a lu la lettre au téléphone, éclatant de rire au milieu de sa lecture, il réclame son canapé. Je vais prendre un grand plaisir à lui répondre. Sa réponse, longue de 3 pages, comprenait l'inventaire complet, les titres de propriété et les copies des factures d'hôtel, des retraits bancaires ainsi que l'itinéraire de vol au nom de Claire Ingram, le tout présenté comme élément de preuve. Elle a envoyé le courrier l'après-midi même. Dès le soir, Francis appelait ma mère. Il prétend que tu fais une dépression, m'a confié ma mère au téléphone, d'un ton inquiet. Il dit que tu ne réfléchis pas correctement, que les hormones de grossesse t'ont poussé à un geste extrême et qu'il a peur pour le bébé. Je vais très bien, maman, ai-je rassuré. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires de ma vie. Il avait l'air vraiment bouleversé. C'est normal qu'il le soit, ai-je répondu. Demande-lui pour Claire Ingram. Ma mère a gardé le silence au téléphone, de la même manière que Diane l'avait fait. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé pour s'excuser, ayant fait exactement ce que je lui avais conseillé et ayant obtenu une version bien différente de la part de Francis lorsqu'elle l'avait poussé dans ses retranchements. La démarche suivante de Francis s'est faite par l'intermédiaire de Marcus, une demande officielle de médiation d'urgence, invoquant des doutes sur la stabilité mentale de la mère afin d'accélérer les discussions sur la garde de l'enfant. J'ai lu le document à ma table de cuisine, la main appuyée à plat sur le papier comme pour empêcher ces mots d'exister. Il essaie d'utiliser le bébé pour m'atteindre, ai-je dit à Paula. Il essaie de vous faire peur, m'a-t-elle répondu. Cela ne marchera pas. Ces requêtes s'effondrent d'elles-mêmes dès que le juge compare vos preuves aux siennes. Une prétendue instabilité mentale ne pèse rien face à 40 pages de reçus financiers. Elle avait raison, mais cela n'a pas empêché l'inquiétude de me nouer la poitrine pendant 2 jours entiers. Ce week-end-là, Francis s'est présenté à ma nouvelle adresse. J'ignorais comment il l'avait trouvée. J'ai appris plus tard qu'un clerc de l'étude de Ranata l'avait laissé échapper par inadvertance lors d'une demande de pièces, une erreur que Paula a réglée par un appel téléphonique mémorable. Il se tenait sur mon porche, mal rasé, portant la même chemise que lors de son retour de voyage. Je n'ai ouvert la porte que de la longueur permise par la chaîne de sécurité. « Pauline, s'il te plaît » a-t-il supplié. « Laisse-moi juste te parler. » 5 minutes. « Tu as un avocat » ai-je répliqué. « Adresse-toi à lui. »« Je ne veux pas d'avocat entre nous » a-t-il dit. « Je veux ma femme. Je veux que ma fille ait son père à la maison. »« Tu avais tout cela » ai-je répondu, et tu as préféré choisir une chambre d'hôtel avec Claire. Son visage a changé à l'évocation de ce nom, oscillant entre culpabilité et colère. C'était une erreur, a-t-il murmuré. Une seule erreur. Tu me punis pour une seule erreur. 6 séjours différents sur un compte de fidélité hôtelier, ce n'est pas une seule erreur, Francis. C'est une habitude. J'ai toutes les dates. Il s'est avancé vers l'entrebâillement. J'ai reculé d'un pas en tendant la chaîne au maximum, et je l'ai prévenu que s'il ne partait pas immédiatement, j'appellerais la police moi-même cette fois. Il a fini par s'en aller, mais pas avant de me lancer d'un ton menaçant que je regretterais mon geste dès que le bébé serait là et que je me rendrais compte que j'avais besoin de lui. J'ai appelé Paula à l'instant même où sa voiture a quitté l'allée. Il est venu chez moi, ai-je dit, sans y être invité, et a refusé de partir avant que je ne menace d'appeler la police. Notez l'heure exacte et faites une capture d'écran de tous les messages envoyés avant et après, m'a-t-elle conseillé. Nous allons demander une ordonnance d'interdiction de contact dans le cadre de la garde cette semaine. Les juges apprécient très peu les visites surprises au cours d'une procédure en cours. 2 jours plus tard, un autre problème est apparu, d'ordre financier cette fois. J'ai découvert qu'une hypothèque légale provisoire avait été enregistrée contre ma nouvelle maison,
celle que Paula m'avait aidé à louer, Francis prétendant qu'il détenait une part de propriété sous prétexte que des fonds provenaient d'un compte joint. C'était une tentative désespérée et sans fondement, mais cela bloquait toute modification de mon bail en attendant la décision d'un juge. Il jette ses dernières forces dans la bataille, m'a expliqué Paula au téléphone alors que j'étais furieuse. C'est typique de ceux qui sont en train de perdre, ils font du bruit. Nous ferons rejeter cette demande d'ici une semaine, mais le but est uniquement de vous effrayer, pas de l'emporter. Cela a tout de même fonctionné en partie. J'ai passé 3 nuits sans sommeil, terrifié à l'idée qu'un juge décide que Francis avait droit à la moitié d'un logement dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. C'est alors que Denise m'a appelé. L'épouse du collègue de la soirée poker, celle que Paula m'avait conseillé d'inscrire sur ma liste sans la contacter directement. J'ai appris ce qu'il t'a fait, m'a-t-elle dit. Je voulais que tu saches que mon mari était au courant pour Claire depuis des mois. Il ne m'a jamais rien dit. Je l'ai découvert par une amie commune la semaine dernière, en même temps que tout le monde. Je suis désolé, ai-je répondu sincèrement. Ne le sois pas, a dit Denise. J'ai déposé ma demande de divorce hier. Je voulais te remercier, en fait. Si tu n'avais pas tout révélé au grand jour, je ne l'aurais peut-être jamais appris. J'ai raccroché en éprouvant un sentiment inattendu. Ce n'était ni de la culpabilité, ni de la satisfaction, mais une forme de solidarité silencieuse et rassurante avec une femme que je ne m'attendais pas à connaître si intimement. L'initiative suivante de Francis s'est révélée plus mesquine. Il a appelé le cabinet de mon gynécologue obstétricien, se disant inquiet pour ma santé mentale et exigeant la transmission des comptes rendus de mes consultations. Le secrétariat m'a immédiatement contacté, confuse, m'assurant qu'ils avaient refusé de transmettre la moindre information sans mon accord, mais cette tentative m'a laissé tremblante pendant 1 heure. Paula a déposé une plainte officielle le jour même, l'ajoutant au dossier de garde comme preuve de harcèlement moral. Il construit mon dossier à ma place, s'est-elle réjouie. Chacun de ces gestes s'ajoute aux preuves de l'hôtel. La semaine suivante, Marcus Whitfield a discrètement retiré sa demande de garde basée sur mon instabilité mentale sans fournir d'explication. Paula a supposé qu'il avait enfin pris connaissance de l'ensemble des éléments de notre dossier et réalisé que cela nuisait gravement à la crédibilité de son client. Avant le jour de la médiation, Francis a tenté une ultime démarche. Il m'a envoyé un long courriel décousu, oscillant entre excuses et reproches, se terminant par une phrase qui est restée gravée en moi plus longtemps que je ne l'aurais voulu, je sais que je t'ai perdu le jour où j'ai laissé entrer Claire dans mon bureau. Je ne pensais simplement pas que tu me laisserais tout perdre d'un coup. J'ai relu le message 2 fois, puis je l'ai transféré à Paula sans commentaire. Conservez-le, m'a-t-elle répondu. C'est presque un aveu écrit. Le jour de la médiation est arrivé un mardi, 3 semaines avant le terme de ma grossesse. Nous devions nous retrouver face à face avec nos avocats respectifs et un médiateur désigné par le tribunal pour fixer les pensions, le calendrier de garde et mettre un point final légal à 11 années de mariage. J'avais préparé mon dossier la veille au soir, le vrai cette fois, volumineux de toutes les preuves que Paula et moi avions rassemblées depuis notre première rencontre dans le café, et je l'avais déposé près de la porte d'entrée pour l'avoir sous la main dès le matin. La salle de médiation était étroite, dotée d'une moquette grise, d'une grande table et de 2 carafes d'eau auxquelles personne ne toucha. Francis était assis en face de moi aux côtés de Marcus Whitfield, tous deux en costume. La cravate de Francis était légèrement de travers, comme s'il l'avait nouée à la hâte dans sa voiture. Il a évité mon regard à mon entrée. Paula a posé notre dossier sur la table dans un bruit sourd qui a attiré le regard inquiet de Marcus. La médiatrice, une femme du nom de Ruth Alden, a commencé par rappeler les aspects classiques, le partage des biens, le calendrier de garde et les pensions alimentaires, avant que Paula ne fasse glisser le premier document à travers la table. 6 séjours à l'hôtel dûment documentés, a annoncé Paula, facturés sur le compte joint, correspondant à des déplacements professionnels dont le service des ressources humaines de l'ancien employeur de M. Nash a confirmé l'inexistence. Marcus a esquissé un mouvement pour intervenir, mais Francis l'a arrêté d'un geste de la main. C'est une campagne de dénigrement, a affirmé Francis. Rien de tout cela ne prouve quoi que ce soit. La pièce numéro 4 est l'itinéraire imprimé d'une réservation hôtelière, a continué Paula en faisant glisser un autre feuillet. Enregistré au nom de M. Nash et de Mademoiselle Claire Ingram pour les dates exactes prévues initialement pour le voyage de maternité de son épouse enceinte. Un silence de plomb s'est installé. Ruth Alden a levé les yeux du document pour fixer Francis. « Contestez-vous cette pièce » a-t-elle demandé.
Francis a gardé les yeux fixés sur la table. Non, a-t-il murmuré. Passons alors à la question de la garde, a décidé Ruth Alden. Marcus a tenté une autre approche, soutenant que Francis avait droit à un droit de visite étendu en dépit de sa liaison, mettant en avant son implication durant la grossesse. Paula n'a pas élevé la voix. Elle s'est contentée de présenter un calendrier imprimé où chaque consultation médicale manquée était surlignée en rouge, soit 7 rendez-vous manqués au total sur une période de 5 mois, y compris l'échographie morphologique du 2e trimestre. À côté figurait une colonne indiquant les motifs fournis. Déjeuner d'équipe, a lu Paula à haute voix, urgence client, partie de golf avec un collègue. Monsieur Nash a manqué 7 rendez-vous prénataux cruciaux, alors même que nous pouvons prouver, reçu à l'appui, qu'il se trouvait dans une chambre d'hôtel avec mademoiselle Ingram lors de 3 de ses absences. Il n'a rien trouvé à répondre. Ruth Alden s'est tournée vers moi. Madame Nash, quelles sont vos exigences concernant la garde? La garde physique exclusive, ai-je répondu d'une voix posée. Avec un droit de visite médiatisé et surveillé jusqu'à ce qu'il démontre un investissement réel et constant auprès de sa fille. Mon but n'est pas de l'exclure de sa vie, mais de protéger mon enfant de ce que j'ai dû endurer. Le visage de Francis s'est empourpré. Tu ne peux pas décider de cela unilatéralement, s'est-il emporté en se redressant sur sa chaise. C'est aussi ma fille. Elle n'est pas encore née, Francis, ai-je dit, et tu as déjà manqué ses examens médicaux les plus importants et emmené ta maîtresse à son voyage de naissance. Ce n'est pas moi qui décide. Tu as déjà fait tes choix. Marcus a tenté de plaider la manipulation affective et l'intention punitive, mais la médiatrice l'a interrompu en déclarant que les faits écrits parlaient d'eux-mêmes, demandant aux parties de passer aux aspects financiers. C'est à ce moment que Francis a perdu tout contrôle. Tu as vidé ma maison, a-t-il crié en se levant à moitié. Tu as emporté tout ce que je possédais et tu m'as laissé un simple dossier comme si j'étais un criminel. Tu as une idée de ce qu'on ressent quand on rentre chez soi et qu'il ne reste plus rien. Oui, ai-je répondu doucement. Je sais exactement ce que cela fait. C'est ce que j'ai ressenti le jour où je me suis tenu devant la fenêtre de ton bureau et que je t'ai vu enlacer une autre femme comme si elle comptait plus que l'enfant que je portais. Un silence total s'est imposé dans la pièce. Même Marcus a cessé d'écrire. Francis s'est rassis lentement, perdant ses couleurs. Je ne savais pas que tu avais vu ça, a-t-il murmuré. J'ai tout vu, ai-je dit. Les stores étaient ouverts. Je suis resté là près d'une minute, et tu n'as pas une seule fois levé les yeux. Ruth Alden a laissé le calme s'installer avant de reprendre la parole. Au vu des pièces présentées, a-t-elle déclaré, je conseille vivement aux deux parties d'accepter les conditions financières présentées par l'avocate de Madame Nash plutôt que de s'engager dans un procès long, coûteux et éprouvant pour chacun. Paula a poussé la proposition d'accord de l'autre côté de la table, l'attribution exclusive de la maison principale à mon profit en réparation du préjudice financier et de l'abandon moral. Un partage équitable des comptes d'épargne restants après déduction des sommes détournées pour ses séjours à l'hôtel et sa montre de luxe, et enfin une garde exclusive assortie de visites supervisées révisables au bout de 6 mois. Marcus s'est penché vers Francis pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. Francis a fixé le document un long moment, les mains posées à plat sur la table, s'efforçant de réguler sa respiration. Si je refuse de signer, a-t-il demandé sans lever les yeux, qu'est-ce qui se passe? Nous irons devant le tribunal, a répondu Paula d'un ton sans appel. Et chaque élément de ce dossier sera versé au domaine public. Chaque note d'hôtel, chaque rendez-vous manqué, chaque dollar détourné figurera au greffe, accessible à n'importe quel employeur potentiel. Francis m'a alors regardé, d'un regard authentique cette fois, pour la première fois depuis le début de l'entretien. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Que tout se termine ainsi? C'est toi qui as mis fin à notre histoire le jour où tu as réservé cet hôtel, ai-je conclu. Je me suis simplement assuré que la fin s'écrive de manière claire et indiscutable. Il a pris le stylo. Il a signé lentement chaque paragraphe, comme s'il espérait qu'un événement survienne pour l'interrompre. Rien ne s'est produit. Lorsqu'il a reposé le stylo, Marcus a rassemblé ses affaires sans un mot et Ruth Alden a consigné l'heure de fin de la séance. La séance est levée, a-t-elle annoncé. Francis s'est levé le premier. Il s'est arrêté un instant sur le seuil de la porte, une main posée sur le cadre, et s'est retourné vers moi une dernière fois. J'espère qu'elle te ressemblera, a-t-il dit. Pas à moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé s'éloigner,
la porte se refermant derrière lui, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu le sentiment que l'espace m'appartenait entièrement. Paula a commencé à ranger les pièces de notre dossier dans sa serviette, l'une après l'autre, ces mêmes feuilles de papier qui avaient permis de bâtir une situation solide à force de patience et de rigueur à la table d'un café. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant le bébé bouger doucement sous ma paume, et j'ai réalisé que je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe. Je me sentais simplement libéré, délivré d'une période de ma vie qui m'avait coûté bien plus que je ne l'avais admis jusqu'à présent. « Prête ?» ai-je répondu, pour la suite. Paula a souri, a refermé sa serviette et m'a assuré que l'accord de divorce serait définitivement validé sous 30 jours. Largement de quoi voir venir, a-t-elle ajouté en faisant référence à la date de l'accouchement. Je suis sorti de ce bâtiment administratif pour retrouver la lumière rassurante du jour sur le parking. Et pour la première fois depuis ce fameux jour devant la fenêtre du bureau, je n'avais plus cette impression d'attendre qu'une catastrophe se produise. Le divorce a été officiellement prononcé 19 jours après notre séance de médiation, plus rapidement encore que les prévisions de Paula. Francis a signé les derniers documents par voie postale. Il n'a pas souhaité se déplacer, et n'a pas cherché à me joindre. Mon travail a commencé 11 jours après cela dans ma nouvelle maison, au sein d'une chambre d'enfant où le mobile qui décorait autrefois un autre lieu veillait désormais sur un berceau qui m'appartenait en propre. Ma fille est née à 4h12 du matin, pesant un peu plus de 3 kilos. La première remarque de la sage-femme en me la remettant a été de souligner qu'elle avait mes yeux et le menton déterminés de ma propre mère. Rien qui ne rappelle Francis, non pas que je l'eusse recherché de toute façon. Je l'ai prénommé Rosalyn, un choix qui n'appartenait qu'à moi. Francis a appris sa naissance par un court message factuel envoyé par l'intermédiaire du secrétariat de Paula, sans aucune proposition de visite. Il a répondu par un laconique « Félicitations ». Il a programmé sa première visite encadrée 2 semaines plus tard, se présentant avec un quart d'heure de retard au centre d'accueil familial organisé par Paula, mal coiffé et s'excusant auprès de l'éducatrice avant même d'avoir salué son enfant. Je l'ai observé à travers la vitre sans teint pendant 4 minutes avant de devoir détourner le regard et de demander à être prévenu lorsque la séance prendrait fin. Il s'est présenté à 3 autres visites au cours du mois suivant, en a manqué 2 et a tenté d'en décaler une autre en raison d'un entretien d'embauche qu'il n'a pas obtenu. J'ai appris par Denise, que je retrouvais régulièrement pour prendre un café, que Francis avait déjà changé 2 fois de travail depuis notre séparation, ses contrats prenant fin à chaque fois après seulement quelques mois, une fois que ses nouveaux collègues apprenaient les détails de sa liaison. De sa maison vidée et de l'existence de notre dossier de preuves, devenu un sujet de discussion fréquent dans la région. Claire Ingram a quitté l'entreprise peu après le départ de Francis, demandant sa mutation dans une autre agence à 1 heure de route. Denise m'a confié l'avoir entendu se plaindre auprès d'une amie que Francis lui avait fait de nombreuses promesses qu'il n'avait jamais tenues concernant un avenir commun et une relation stable, promesses qui n'avaient pas survécu à la réalité de la procédure de divorce. Diane m'a appelé une fois de plus un mois après la naissance de Rosalyn, me demandant timidement si elle pouvait venir rencontrer sa petite fille. J'y ai réfléchi durant 2 jours avant d'accepter. Elle s'est présentée avec un petit présent, s'est installée poliment sur mon canapé et n'a pas fait la moindre allusion à l'ancienne maison ni cherché à excuser le comportement de son fils. J'ai éprouvé un grand respect pour sa démarche. Ranata m'a fait livrer un bouquet de fleurs la semaine de la naissance, accompagné d'une simple carte « Félicitations, vous avez agi au mieux ». J'ai conservé ce mot dans le même tiroir où je gardais autrefois les reçus de séjour d'hôtel. Paula est passée me voir 6 semaines après l'accouchement pour me faire signer les documents confirmant le report de l'examen du droit de visite à 1 an au lieu de 6 mois, compte tenu des absences répétées de Francis. Elle a pris Rosalyn dans ses bras durant 1 minute environ, avec cette légère gêne propre aux personnes dont le quotidien professionnel consiste à gérer les moments les plus sombres de l'existence des autres. Le plus difficile est derrière vous, m'a-t-elle glissé sur le pas de la porte. Le reste n'est désormais qu'une question d'organisation. Elle n'avait pas tout à fait raison. Il y a encore eu des moments compliqués, une pension alimentaire impayée le 3e mois qui a nécessité 2 relances téléphoniques et une mise en demeure officielle pour être réglée. Ou cette fête d'anniversaire où Francis s'est présenté avec 40 minutes de retard alors que sa fille s'était déjà endormie dans sa poussette. J'ai également reçu un message vocal à 2 heures du matin, d'une voix fatiguée et incertaine, me demandant s'il restait la moindre chance de recommencer à 0. Je l'ai effacé, tout comme le précédent. Mais la plupart de mes journées s'écoulaient paisiblement, ce qui, après l'année que je venais de traverser, représentait une véritable réussite. Des sorties au marché avec Rosalyn installée contre moi dans son porte-bébé,
des moments de repos bien réels et une cuisine qui restait dans l'état exact où je l'avais laissée, sans que de la vaisselle sale laissée par un autre ne vienne encombrer mon évier. Pour le premier Noël de Rosalyn, j'ai installé un petit sapin dans un angle du salon, ce même salon qui n'était qu'un espace vide résonnant de bruit de pas un an plus tôt. J'y ai suspendu une décoration provenant de la collection de ma grand-mère, celle-là même que l'équipe de Ranata avait enveloppée avec tant de soin qu'elle n'avait subi aucun dommage durant le déménagement. Je suis resté là un instant, l'objet en main, tandis que Rosalyn s'éveillait doucement à côté de moi, repensant à la femme qui était restée assise sur ce parking pendant 11 minutes à graver dans sa mémoire le visage d'une inconnue à travers une vitre de bureau. Elle me semblait être une personne lointaine que j'avais croisée autrefois, plutôt que celle que j'étais devenue. Francis s'est installé 2 villes plus loin, plus près de chez sa mère, occupant un emploi que Denise m'a décrit comme bien moins important que celui qu'il avait perdu. Il m'appelle encore de temps à autre, principalement pour organiser ses visites ou pour prendre des nouvelles de sa fille d'un ton qui trahit le regret d'un homme mesurant l'étendue de ce qu'il a perdu. Je ne ressens plus de colère envers lui, et je ne pense d'ailleurs que très rarement à lui, un apaisement qui a mis du temps à s'installer après la colère, mais qui a fini par s'imposer. Ce qui me revient à l'esprit quand je repense à tout cela, c'est l'image de ce dossier, non pas pour son contenu de requête, de photos ou de relevés de compte désormais classés, mais pour le souvenir de cet instant précis où je me suis agenouillé sur le parquet de cette cuisine vide pour le déposer là où il ne pourrait pas l'éviter. Je n'ai pas eu besoin d'éclats de voix, de scènes de ménage, de portes claquées ou de confrontations publiques devant ses collègues. Il m'a suffi d'un dossier, d'une maison vide et de la patience nécessaire pour laisser la vérité s'imposer d'elle-même. Être enceinte ne m'a pas affaibli, cela m'a rendu plus forte et plus méthodique. Et quand Francis est enfin rentré chez lui, s'attendant à trouver son épouse sagement installée dans la chambre, ce qu'il a découvert à la place était la preuve évidente que le silence n'avait jamais été synonyme de faiblesse. Les histoires de ce genre laissent toujours derrière elles quelques vérités essentielles, que la discrétion peut être une force de préparation redoutable, que l'accumulation de faits concrets l'emporte presque toujours sur les confrontations verbales. En particulier lorsqu'il s'agit de l'avenir de son enfant, et que ceux qui vous trahissent s'attendent rarement à ce que vous ayez déjà plusieurs coups d'avance sur eux. Vous est-il déjà arrivé de choisir délibérément le silence en attendant le moment opportun pour agir? Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner.